Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Léon. Il est né en 1933 et c'est à 10 ans qu'il est déporté à Bergen-Belsen avec sa mère et son frère Max. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Depuis le temps que je vous cours après. Ah bon? Mais oui, ça Ah fait bon. plusieurs années, mais vous ne vouliez pas parler avant. Ouais. Léon a finalement écrit un livre, lui qui pendant très longtemps n'a jamais voulu parler. Pendant 50 ans. Voilà. C'est pas longtemps, j'ai jamais voulu témoigner. Écoutez, quand on est revenu en 1945, c'était la fin de la guerre. La France avait souffert, les Français avaient souffert. C'était la joie, on chantait. Qu'est-ce qu'on va venir à nous avec nos histoires de malheur? Donc, en fait, si vous voulez, c'est mon caractère. Je n'aime pas gêner les gens. Je n'aime pas faire souffrir les gens. Je ne supporte pas. Donc, on s'est tu. On s'est tu. D'ailleurs, même avec mes enfants, je me suis tu. Ouais. Je n'aurais pas raconté non plus. Et puis, bon, je me disais toujours, c'est mon histoire, c'est pas l'histoire des autres. Chacun a ses problèmes. J'ai pas besoin d'ajouter mes problèmes à leurs problèmes. Et alors, qu'est-ce qui a changé? J'ai un fils qui m'a harcelé pendant 15 jours. Il a un ami qui est Philippe Legrand, Oui, je l'ai lu. qui a fait beaucoup de bouquins. Et il m'a harcelé pendant 15 jours. Enfin, je pense qu'il s'est dit, hein, il a déjà presque 90 ans, qu'est-ce qu'il lui reste? 1 an, 2 ans, 3 ans. Au moins, il restera quelque chose. Donc, au bout de 15 jours, j'ai dit, OK, ça marche, on va le faire. Et puis, depuis 5-6 mois, j'ai du mal à dormir. Ah, ça vous empêche de dormir? Ah bah oui, de parler? oui, parce que ça a réveillé l'histoire ancienne. Enfin, vous regrettez? Vous pensez que c'est... Non, je regrette jamais ce que je fais. Il y a 4 jours, j'étais invité aussi par 180 jeunes qui font le service militaire. Jusque maintenant, je me disais, ça sert à rien, l'histoire ne sert à rien. La preuve, depuis 1945, il y a eu pas mal de massacres les Hutus, les Tutsis, aujourd'hui les Ukrainiens. Enfin, donc, raconter ne sert à rien. Et ces jeunes m'ont fait changer un peu d'idée. Vous avez eu l'impression de les impacter quand même? Oui. Et à la fin, on leur a demandé de mettre 1 phrase, 2 phrases, le ressenti. C'est extraordinaire. Donc ça m'a fait changer de mon opinion. Pendant la guerre, le père de Max et Léon s'engage dans l'armée pour servir la France. Sa mère se retrouve seule avec ses 2 fils. Un jour, en 1943, je crois, la police frappe à la porte 6 heures du matin. Dépêchez-vous, il faut vous habiller, on vous emmène. Ma mère montre la carte de prisonnier de guerre de son mari et on nous libère. Dit, madame, c'est votre mari prisonnier de guerre qui s'est engagé pour la France. Vous rentrez chez vous. Février 1944, 6 heures du matin, la police, habillez-vous, ma mère, en larmes, pleure sans arrêt. Monsieur, vous vous rendez pas compte, regardez, on m'a libéré, mon mari est prisonnier de guerre. D'accord, mais c'est fini. Faut venir. Les cars de police sont là, on part pour Drancy. On arrive à Drancy. Drancy, c'est une espèce de quadrilatère, 3 étages. Là, j'ai vu un monsieur se suicider, parce qu'au niveau du premier étage, il y avait une espèce de terrasse comme ça, et du 3e étage, il s'est jeté. Bon. Ça, vous le voyez? Vous êtes Oui, témoin de... oui, j'ai vu, ça j'ai vu. Enfin, oui, j'ai vu tomber. On reste 3 mois à Drancy, on n'a rien à faire. En fait, Drancy, disons que c'est l'antichambre de la mort, quoi. Et au bout de 3 mois, on nous fait déplacer. Et on nous dit, demain vous partez. Vous allez où? Pour nous, c'était Pichipoy. Pichipoy, ça veut dire là-bas. Le jour où j'arrive à Bergen-Belsen, la nuit, j'ai la diarrhée. Je me lève pour aller dans la baraque des toilettes. Je bute contre quelque chose. Je bute sur un cadavre. Bon, inutile de vous dire que je n'ai pas eu besoin d'aller jusqu'à la baraque des toilettes. Bon. C'était la première fois? C'était la première fois. Le jour où on est arrivé à Bergen-Belsen.
Vous n'aviez jamais vu de mort, quoi. 10 ans, vous tombez sur... Non, à 10 ans, personne ne voit des morts, c'est évident. Donc c'était mon premier mort. Alors, la vie de Bergen-Belsen, eh ben, les adultes vont travailler tous les jours. Nous, on ne fait rien, on se traîne, on crève de faim, on se couche avec la faim, on se lève avec la faim, on vit toute la journée avec la faim. Pendant 1 an, on a faim. J'ai été libéré à, je sais pas, 30 kilos, par exemple. Un jour, je vois un Russe se jeter sur un cadavre et manger, enfin essayer de manger. Il n'a pas eu de chance, le Mirador qui est sur la mitraillette, il est mort. Mais finalement, pourquoi pas je veux dire que quand on est mort, c'est qu'il y a de la viande. Et la viande, on peut manger de la viande. Moi, j'aurais mangé de la viande, bien sûr, j'aurais mangé du cadavre, pourquoi pas. On ne se lavait pas là-bas. Donc on peut. Donc Bergen-Belsen, c'est une puanteur. Une puanteur. Le faux crématoire qui brûle les morts, nous qui ne l'avions pas parce qu'il fait froid. Vous savez que Bergen-Belsen, c'est à côté de Hanovre. Hanovre, c'est dans le nord de l'Allemagne. Donc l'été, il fait très chaud et l'hiver, moins 15. Sans habits. Les habits qu'on avait, c'est les habits qu'on trouvait sur les cadavres. Vous comprenez ? Alors que l'armée allemande bat en retraite, le camp est évacué pour laisser la place aux survivants des marches de la mort venus d'Auschwitz. Les gens qui mouraient du train, on les jetait dehors. Ma mère qui était épuisée. Et au bout de 15 jours, on arrive aux abords d'un village qui s'appelle Treubitz. Et le train s'arrête, une nuit. Pourquoi il s'arrête ? Parce que les Allemands qui nous gardaient ont détaché la locomotive, sont partis avec la locomotive pour ne pas être pris par les Russes. Et normalement, ils devaient faire exploser le train. Ils n'ont pas eu le temps de faire exploser le train. Donc, lorsqu'on a vu les Russes nous ont dit « Allez dans les maisons, rentrez dans les maisons, faites ce que vous voulez. S'ils ne veulent pas vous laisser rentrer, vous cassez la porte, vous nous appelez, on les tue. » Bon, bref, donc ça s'est passé comme ça. Et donc, ma mère ne peut pas bouger, donc j'ai 10 ans. Je trouve une brouette. Bon. Vous la déplacez dans la brouette? Je la mets dans la brouette, avec mon frère, on la trimballe jusqu'au village. Et au village, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, c'était un hôpital, je ne sais pas quoi. Bref, je vois ma mère couchée sur un lit, on lui enlève des bandages, des centaines de poux apparaissent, et je m'évanouis. Bon, donc, il y a un trou de 15 jours. Pendant 15 jours, j'ai dormi. Au bout de 15 jours, je me suis réveillé. J'ai essayé de monter, je me mettre debout, je suis tombé parce que complètement archi faible. Bon, je demande où est ma mère. Et ben, on me dit, ta mère est morte et elle est enterrée. Bon. Votre frère, il est comment pendant ce temps? Il est Mon où? Il est frère là? est petit-fils aussi. Et il est là? Il Ah, est attends, oui. Donc, mon frère, je vois mon frère, je lui dis, où est maman? Je lui dis, ben, maman, elle est morte. Ah, lui, il ne le savait pas non plus? Non. Léon et son frère sont rapatriés à l'hôtel Lutetia. Mon père, qui est revenu de prisonnier de guerre, il savait qu'on était déportés, qu'il venait tous les jours à l'hôtel Lutetia pour voir si on arrivait. Il voit notre nom, il nous voit, et il dit maman. La maman, elle est morte, elle est restée en Allemagne. Bon. Et vous n'avez pas vu depuis combien de temps? 5 ans. Et ça se passe comment alors? Ça se passe que il n'y a pas de dents de joie. Il nous prend par la main et nous emmène. Le type que vous voyez aujourd'hui, il a été changé par cette déportation. Son caractère a changé. Je veux dire que, comment dire, j'ai jamais dit chérie à mes enfants. J'ai jamais dit je vous aime. Ça vous a
quoi, blinder, créer une armure, une... Non, une dureté. Ah ouais. Je veux dire que l'année qu'on a à Bergen-Belsen nous a transformés. C'est sûr qu'on a changé. À l'époque, il n'y avait pas de psychologue. Donc, de l'hôtel Lutetia, on est parti directement chez mon père, comme ça, quoi. Son père ouvre une cordonnerie à Barbès. Léon fait l'armée, puis des études d'expert comptable et ouvre un cabinet à Paris qui remportera un vif succès. Je voulais oublier le passé. On était pauvres. Et je veux dire, pauvre, c'est pas dramatique, c'est de la liberté quand même. Donc, travailler, des œillères, travailler et essayer de prendre du plaisir. Donc, j'ai eu des copains, on est sortis, j'ai été danser, j'ai eu une vie normale. Une vie normale, après. En travaillant dur, mais mon objectif, c'était d'oublier la pauvreté. En travaillant, j'ai réussi. Bon Léon, merci beaucoup. Ben, écoutez, merci à vous. Je suis contente de vous avoir enfin attrapé. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, merci.